monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. Le Parti Les Démocrates est monté au créneau ce jeudi 11 mars 2021. Ils ont apporté quelques démentis sur le communiqué qui circule sur les réseaux sociaux et ont affirmé leur soutien à la candidate recalée en incarcération, Rekia Madou. Quelle certitude pour une présidentielle sans heurts? C'est le thème de la causerie numéro 300 du Café Média Plus de ce vendredi 12 mars 2021. Vous aurez les précisions dans un instant. La cellule des femmes de l'Association des professionnels des médias du Bénin, en abrégé CIFU, a elle-même organisé une causerie débat en marge de la célébration de la Journée internationale de la femme. C'était ce jeudi 11 mars à Cotonou, occasion pour ces femmes de réfléchir sur l'entrepreneuriat féminin dans les médias. Voilà pour le sommet. On va au palais de la Marina où le chef de l'État a échangé ce jeudi avec le général de division David Anderson, commandant des opérations spéciales au commandement des États-Unis pour l'Afrique. Les discussions ont porté entre autres sur le renforcement des capacités de notre armée et la lutte contre le terrorisme. On suit les déclarations à la sortie d'audience. Thank you for having me. It was a very good meeting to talk with the President. Nous avons discuté de comment nous pourrions collaborer pour pouvoir combattre le terrorisme. Les États-Unis vont voir les différentes sortes de collaboration que les deux pays pourront avoir pour lutter contre ce fléau. We are partnered with several nations in West Africa to look at how we can work together to counter terrorism. Nous sommes en train de collaborer avec plusieurs pays déjà pour la lutte contre le terrorisme. Aucun pays ne pourra faire face à ce fléau seul. Nous allons voir comment nous pourrions aider le Bénin dans la formation et comment nous allons élaborer les stratégies nécessaires pour combattre le terrorisme au Bénin. In order to engage and defeat and prevent terrorism. C'est une menace transfrontalière et nous, en tant que partenaires, devons l'affronter ensemble. Et nous sommes vos partenaires dans cette lutte essentielle. C'était une discussion très fructueuse et Monsieur le Président était très généreux avec son temps et nous avons trouvé la discussion très constructive. Et je voudrais remercier Monsieur le Président et toute son équipe pour leur temps et pour les résultats de la discussion. Il y a deux messages importants de la part du Président. Le Président voudrait que l'on puisse renforcer les capacités de notre armée, de nos forces. Le Président a raconté les réformes drastiques qui ont été conduites dans ce pays et qui continuent. Par exemple, la fusion de la police et de la gendarmerie, mais aussi les réformes qui sont en cours au niveau de l'armée et qui commencent par monter le résultat. La deuxième chose importante, c'est que le Président a dit « Nous ne sommes pas dans une position où nous allons seulement attendre du partenaire. » Donc le Président a apprécié l'aide que les Américains nous apportent dans ce domaine, mais il a dit que le gouvernement de notre pays, le gouvernement du Bénin, est prêt à prélever sur ses ressources propres de l'argent pour compléter ce que nos amis américains pourraient apporter dans le cadre de leur assistance. Et il a donné l'assurance à ses visiteurs qu'ils ne seront pas déçus de la manière dont nous allons conduire, nous allons absorber cette assistance qui est apportée à notre pays. Le Président a voulu montrer là la détermination du gouvernement à lutter contre le terrorisme. La détermination du gouvernement à participer à toutes les initiatives sous-régionales, régionales mais globales aussi, pour lutter contre ce phénomène-là, parce que ce sont des vies innocentes qui sont perdues. Donc notre pays est prêt à renforcer sa coopération avec les États-Unis d'Amérique qui viennent généreusement vers nous pour pouvoir s'associer à la lutte contre le terrorisme, contre la violence gratuite. Et c'est tout le sens du message que le Président essaie de passer. Et il a beaucoup apprécié que le gouvernement américain ait dépêché le général Anderson auprès de lui ce jour.
Et le président de la République s'est exprimé sur ses plateformes digitales sur la mort du Premier ministre ivoirien. Il a écrit, je cite, « C'est avec une vive émotion que j'ai appris le décès du Premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Ahmed Bakayoko, à sa famille, au peuple ivoirien et à mon grand frère Alassane Ouattara. Je présente au nom de mon gouvernement, au nom du peuple béninois et en mon nom propre, nos sincères condoléances. » Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au-delà d'être un travailleur acharné, était unanimement perçu comme un homme généreux, loyal, multicompatible et un fédérateur. La Côte d'Ivoire a perdu un digne fils et l'Afrique une valeur sûre. À tous les Ivoiriens, en ces moments douloureux, je transmets le soutien fraternel du peuple béninois. Yako à vous, Patrice Talon, fin de citation. On passe à présent au parti Les Démocrates qui est monté au créneau ce jeudi. Il a apporté un démenti formel sur un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux au nom du parti et a exprimé sa compassion à la candidate Rekia Madougou. Des déclarations qui ont fait réagir le consultant politique ainsi que les débatteurs de la rubrique Ça se discute de votre émission Le Grand Soir. Pour eux, le parti est dans la diversion. Le point avec Elia Djera. Se réclamant de l'opposition, le parti Les Démocrates continue de se faire entendre. À la faveur d'un point de presse, plusieurs sujets ont été abordés. Il s'agit de la parution du quotidien Le Matinal, en date du mercredi 10 mars 2021, relatif à une nouvelle tension en préparation à Savès par le président Boni Yayi. La convocation de l'ancien président Nicéphore Soglo, le communiqué diffusé sur les réseaux sociaux au nom du parti, mais surtout exprimer leur compassion à la candidate Rekia Madougou. Ils sont dans une négation, c'est eux qui vicient l'ambiance, c'est eux qui vicient le jeu, c'est eux qui enveniment. Au fait, les premiers propos, l'escalade viennent d'où? C'est d'eux. On ne dira pas aux élections avec les trucs, on ne veut pas de parrainage, on ne veut pas y aller, il n'y en aura pas d'élection sans opposition. Si on nous donne pas, on refuse. Et le candidat Madougou est venu, nous sommes là, c'est le pays dictature, c'est toute la prison à ciel ouvert. Mais ces propos viennent d'eux. Sur cette sortie, le consultant politique Agapite Napoléon Mafourican s'interroge. Il se demande si le parti n'est-il pas en train de traverser une crise à l'interne après la disqualification de sa candidate à l'élection présidentielle. Tout semble l'indiquer, précise-t-il. C'est un parti qui est perdu, qui n'a pas de centre, qui n'a plus de centre de gravité, mais qui s'accroche parce qu'il faut qu'il se victimise. Sur la question de la fin du mandat du chef de l'État au 5 avril prochain, il se désole. Et lorsque le parti finira dit oui, le parti doit passer service le 5 avril, on rentre dans la négation, on rentre dans des propos pas responsables, on rentre dans un certain nombre de choses qu'on ne peut pas, que la République ne doit pas accepter, ne peut pas accepter. Même posture, même contenu, plus de discours étranges. Voilà comment d'autres confrères, chroniqueurs et journalistes apprécient la déclaration du parti Les Démocrates. Pour eux, le débat a évolué et il serait préférable de faire des propositions pertinentes au lieu de demeurer dans la diversion. C'est une rengaine qu'on a l'habitude d'entendre. Je pense que l'État, dans la forme, a coché toutes les cases. Le procureur est sorti pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Là, il est quand même dommageable pour la paix sociale que le parti s'engage dans cette voie. On connaît leur position, c'est pas du nouveau ce qu'ils nous ont dit aujourd'hui. Le soutien, il est peut-être moral. L'essentiel, c'est qu'ils nous le traduisent justement devant la cour lors du procès pour que nous puissions y voir plus clair. C'est normal. Rien de nouveau pour. Dans sa tribune libre, le consultant politique Agapite Napoléon Mafourican estime que le parti se mélange les pédales depuis peu. Il devrait laisser le président Patrice Talon réaliser ses projets de développement aux populations. L'une des causeries de Café Média Plus de ce vendredi a reçu plusieurs acteurs politiques autour du thème « Quelle certitude pour une présidentielle sans heurts ?» Les invités ont échangé et ont apporté des éléments de solution conformément à l'actualité politique au Bénin. Je vous invite à suivre le point des échanges.
Principaux acteurs de l'animation de la vie politique, société civile, autorités administratives ou citoyens lambda, tous ont un rôle important à jouer en période électorale. Et pour ce faire, quelques acteurs émettent des pistes d'analyse pour une présidentielle sans heurts. Pour ce qui concerne donc le scrutin d'avril prochain et avec les menaces qui planent déjà sur notre environnement, nous travaillons à ce que la paix puisse revenir. Pas à l'endroit donc des acteurs même plutôt au niveau donc de la jeunesse qui sera véritablement cible à utiliser pour peut-être quelques désordres. Les divergences d'opinion doivent exister puisque ces divergences d'opinion résultent du vivre ensemble. Et même au sein de nos familles, même dans le couple, deux personnes qui se sont vues, qui se sont appréciées, qui ont décidé de rester ensemble pour faire du chemin, ce n'est pas parce que ces personnes-là sont d'accord sur tout, mais elles arrivent à rester ensemble, elles arrivent à préserver l'harmonie du foyer parce qu'elles ne perdent pas de vue l'essentiel. Il précise qu'au cours de la campagne, les candidats sont appelés à faire de la propagande, mais il est nécessaire d'observer les règles édictées par le code électoral et éviter des attitudes provocatrices. Nous ne pouvons pas, en tant que jeunes, nous permettre à ce que ça passe par nous. Parce que, qu'on veuille ou pas, même si nous déplorons la gestion, s'il faut d'abord brûler tout ce qui est fait aujourd'hui, avant de construire, c'est que nous repartons encore à zéro. Il faudrait déjà que nous travaillions dans tous les sens pour qu'il y ait déjà des acquis consolidés et qu'on en ajoute. Tout en prônant la paix et l'unité nationale, les invités de la causerie du Café Média exhortent particulièrement les jeunes et les acteurs politiques à faire preuve de non-violence. Il est évident que si le travail d'éducation, si le travail de veille parentale est fait à suffisance, nous ne courons aucun risque. Puisque lorsque les facteurs de risque sont identifiés, maîtrisés et neutralisés, il n'y a plus, in fine, de possibilité que le risque se réalise. Si tant est qu'ils sont béninois, si tant est qu'ils sont des militants politiques, si tant est qu'ils sont des acteurs politiques et qu'ils ambitionnent diriger le pays, je pense qu'ils doivent avoir un cœur de paix. Un cœur de fraternité et d'amitié. Parce qu'il n'est pas souvent aisé aussi de voir l'autre en train d'être en souffrance. Le processus électoral en cours est inclusif, précise Mohamed Eliamidi, porte-parole du duo Kowe-Agossa. Mais pour le bon déroulement de la présidentielle d'avril 2021, il rappelle quelques préalables. Que les gens puissent s'exprimer librement, que les gens puissent mener les actions dans le cadre de la participation aux élections. Si ceux du gouvernement peuvent faire quelque chose, les autres aussi doivent avoir le droit de le faire. Ce qui est permis pour les uns doit être permis aussi pour les autres. Des préalables qui d'ailleurs sont considérés comme des passifs selon ces co-débatteurs. L'essentiel pour l'ensemble des intervenants est la cohésion sociale et ceci passe par l'éducation citoyenne. Au cours de ce même numéro de Café Média Plus, les journalistes et spécialistes des questions des médias ont évoqué des pistes de solutions pour que le secteur des médias retrouve ses lettres de noblesse. Stanislas Atanéan. Médias au Bénin, un secteur qui peine à se développer, c'est autour de cette thématique que professionnels des médias, spécialistes des questions sur les médias, se sont réunis pour axer leurs réflexions sur la problématique. Pour les invités, plusieurs raisons justifient les difficultés auxquelles est confrontée la corporation. La presse en général, et principalement la presse du secteur privé, a de véritables problèmes. Et nous avons besoin de réformes institutionnelles pour faire changer les choses. Au niveau des professionnels des médias eux-mêmes, il y a un problème de remise en cause. Il y a un problème d'introspection à faire. Parce que tout part de ce que l'on ne sait pas véritablement, même si la loi de 2015 a prévu les conditions, d'accord, pour devenir journaliste, mais aujourd'hui, est-ce que les patrons de presse respectent ces conditions-là? Rien ne va. Pourquoi? Parce que les professionnels des médias ont décidé de mettre le code de déontologie à côté.
d'oublier carrément le code de déontologie pour fonctionner. Durant plusieurs heures d'échange, les débatteurs ont convenu que la solution pourrait être trouvée pour que le secteur des médias au Bénin puisse retrouver ses lettres de noblesse. Ils en énumèrent quelques pistes de solutions. Redéfinir un peu notre statut. Qui sommes-nous aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a une petite issue de secours. C'est de chercher à nous adapter au modèle de consommation du lecteur, de l'auditeur ou du téléspectateur. Nous devons peut-être redéfinir un peu, et ça on a besoin peut-être d'une bonne étude de médiamétrie, pour savoir un peu d'abord qui est qui, mais aussi définir les goûts de nos consommateurs. Il faut mettre en place des groupes de presse. Il faut réfléchir véritablement à cela. Avoir, je ne sais pas, 150 journaux au Bénin, pour 11 millions d'habitants, avec peut-être 3 millions, 2 millions qui savent véritablement lire et écrire, je pense que ce n'est pas productif. Quand je prends la carte de presse, qu'est-ce que c'est devenu? Quel est le combat que les journalistes ont mené pour que cela soit réalité? Parce qu'ailleurs, quand vous avez une carte de presse, ça vous donne beaucoup de facilité. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Je ne pense pas. Donc voilà autant de défis qu'il va falloir relever, mais ensemble. C'est qu'il faut réformer la presse entièrement, revoir son mode de financement et se coller aux dispositions de la loi de 2015 portant code de l'information et de la communication, cette loi qui nous a aidés à organiser un tant soit peu la corporation, mais qui aujourd'hui semble ne pas préoccuper les pouvoirs publics. Marcel Zoumenou, secrétaire général de l'Observatoire de déontologie et d'éthique des médias, en abrégé ODEM, rappelle ici quelques dispositions du Code de déontologie de la presse béninoise. Le conférencier, dans son développement, est revenu sur la forme de certaines publications des confrères relatives au dossier de l'arrestation de la compatriote Rekia Madougou. Des publications qui, selon lui, ne sont pas de nature à garantir la quiétude des citoyens. Tout journaliste bien formé comprend que quand une affaire est en instruction, on ne doit pas en parler. Mais non seulement on en parle, mais les confrères ont déjà jugé. Quand je lis les journaux, on a déjà jugé Mme Rekia Madougou. On l'a déjà condamnée pour terrorisme. On l'a déjà condamnée pour atteinte à la sûreté de l'État. On l'a déjà condamnée pour association de malfaiteurs. Je trouve que ce n'est pas bien que la presse joue ce rôle. Dans la presse avec la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin CFU qui a organisé une causerie débat dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. C'était ce jeudi à Cotonou, occasion pour ces femmes de réfléchir sur l'entrepreneuriat féminin dans les médias. Elia Djira. C'est autour du thème entrepreneuriat et femmes des médias, spécificités et avantages comparatifs que la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias CFU a bien voulu réfléchir à l'occasion de la Journée internationale de la femme. À travers une causerie débat, elles entendent discuter sur les obstacles relatifs aux droits des femmes. Loin d'être un moment de fête et de réjouissance, est institué pour que les femmes prennent conscience de leur vie et pour qu'elles réfléchissent à leur épanouissement dans leur domaine de fonction respective. Soutenue par plusieurs organisations fêtières du monde des médias, cette journée est une occasion pour ces professionnels des médias de revendiquer leurs droits et leur liberté d'entreprendre au même titre que les hommes. Notre génération a pris conscience de ce que la femme journaliste ne doit plus être celle à qui est attribué les destes dits féminins tels que la santé, la cuisine, le secrétariat de rédaction, et j'en passe. De plus en plus, les femmes se font remarquer par des travaux de terrain. On les voit souvent sur des sujets d'enquête, des sujets culturels, des sujets économiques et même des sujets politiques. Cela réjouit et fait la fierté de la gente féminine. Mais il nous faut encore plus de réflexion, car avec l'avènement des TNT, seuls ceux qui en sont vraiment capables pourront continuer dans ce métier. Les enjeux de l'entrepreneuriat féminin dans les médias sont reconnus par plusieurs hommes invités pour la circonstance. Occasion pour eux d'encourager l'initiative tout en rassurant les organisatrices de leur entière disponibilité à un accompagnement inconditionnel. Le combat y est déjà. La femme n'est plus prise comme un être assez faible. Non, c'est complètement faux. Pour ceux qui le disent, c'est qu'ils se leurrent. Il faut qu'on transcende cet obstacle pour se dire
on n'est pas qu'une femme, on est une femme, on est alors homme. On peut donc faire des spectacles extraordinaires. Notre rôle et le rôle de notre profession est de construire une société moderne. Et pour le faire, étant donné que les femmes, elles sont beaucoup plus activistes dans la construction des sociétés modernes, pour le rôle qu'elles jouent déjà au sein de la famille, il faut comprendre que nous avons beaucoup plus besoin d'elles au sein de la société pour construire cette société moderne. C'est pour ça que nous sommes présents à vos côtés aujourd'hui pour vous dire félicitations. Pour la présidente de la CFU, Pulchérik Bemenon, nul n'ignore le rôle important que jouent les femmes dans les organes de presse. Et pour que cette réalité ne soit prise à défaut, elle lance un appel à tous les acteurs. Ce n'est pas facile, je l'avoue, pour avoir pris par l'art une fois. Mais certaines parmi nous arrivent à le faire. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui pour des échanges d'expériences. Et ceci avec des communicatrices chevronnées et rompues à la tâche. Réunir les femmes des médias dans un creuset d'échanges, œuvrer à l'épanouissement des femmes des médias, entreprendre des actions fortes pour une effective promotion du genre au sein des médias et renforcer les capacités des femmes des médias à défendre leurs intérêts. Cette 26e édition de la Journée internationale de la femme marque un pas décisif pour les femmes des médias. Le défi pour elles est l'égalité entre hommes et femmes. Et toujours dans le cadre de la célébration du 8 mars, les femmes du ministère du Plan et du Développement se sont retrouvées ce jeudi pour célébrer donc cette journée. Pour cette 26e édition, 2 thématiques ont été retenues pour les échanges. Une célébration qui a connu la présence du ministre Abdoulaye Biotchane. Karine Adeni et Semiati Soufou pour le point. Ces Amazones du ministère du Plan et du Développement ont voulu marquer d'un cachet spécial la 26e édition de la Journée internationale de la femme. Elles ont décidé au cours de cette célébration de réfléchir sur les problématiques qui freinent l'épanouissement de la gente féminine. Voilà pourquoi 2 thèmes ont été choisis pour les communications. Il s'agit notamment du leadership féminin, comment concilier vie privée et vie professionnelle. En dépit du fait que les femmes soient pauvres, démunies et marginalisées, elles continuent de persévérer comme vents et marées dans leurs actions et leurs efforts pour changer leurs conditions de vie et susciter l'espoir. Cependant, de nombreux obstacles subsistent encore. En effet, nombre de femmes continuent de subir des pratiques déshumanisantes telles que la mutilation génitale féminine. Conscient qu'aucun développement ne peut être possible sans l'apport des femmes, le gouvernement béninois a entrepris de nombreuses actions en leur faveur. Une assurance universelle à tous les Béninois, et en particulier aux femmes, est, je pense, un des premiers axes de soutien aux femmes. Le microcrédit à l'AFIA, qui s'inscrit dans ce cadre-là, est destiné essentiellement aux femmes. Sur le plan politique, vous savez que nous avons introduit, lors de la révision de la Constitution, une disposition particulière qui réserve désormais 24 sièges aux femmes dans l'Assemblée nationale. La célébration de la GIF 2021 par les femmes du ministère du Plan et du Développement a été l'occasion de remercier le ministre Abdoulaye Biotchane pour les efforts consentis dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel en général et du personnel féminin en particulier. Grâce à vous, certaines femmes du ministère du Plan et du Développement ont eu l'opportunité d'exercer des fonctions qui jadis n'ont été jamais exercées par des femmes. C'est aussi grâce à vous que le personnel du ministère a eu la chance d'avoir son espace réservé au sport qui sera inauguré, de même que l'infirmerie du ministère, dans le cadre de la célébration de la GIF édition 2021. Pour assurer une relève de qualité, le personnel féminin du dit ministère est invité à servir de modèle en améliorant constamment sa performance. À partir du moment où moi je suis arrivé au ministère, quelles étaient parmi les plus performantes, elles étaient les meilleures de notre ministère. Car il leur appartient aussi à elles de tendre la main à celles qui sont derrière elles, de jouer le rôle d'éducateur, d'éducatrice, pour former les autres qui sont derrière elles au leadership. Parce que bien sûr, certains naissent avec ces qualités, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Vous
possible. Cette journée riche en réflexion et en animation a également connu la présence des leaders religieux qui ont tenu une séance de prière à l'intention des femmes, surtout celles qui sont marginalisées dans la société. Que le Seigneur lui-même bâtisse leur maison. Prions. Voilà, autre élément de cette édition, les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale ont rencontré ce jeudi certains chefs d'entreprise pour leur faire part de leurs droits et devoirs en matière de sécurité sociale. C'est une séance de travail qui vient après celle tenue avec les collectivités locales. Suivez. C'est autour du thème « Droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité sociale » que s'est déroulée cette rencontre de sensibilisation des sociétés de gardiennage, d'entretien et les hôtels en collaboration avec le Conseil national du patronat du Bénin. Une assise qui vise à renforcer les connaissances en matière de sécurité sociale. Expliquer l'importance des déclarations et du paiement des cotisations sociales à bonne date. Et enfin, faciliter l'accès aux droits, c'est-à-dire le bénéfice des prestations servies par la CNSS. Il vise donc à mettre en exergue le rôle de tout un chacun, caisse, employeur et employé, dans le fonctionnement du régime général de sécurité sociale au Bénin. Le président du conseil d'administration de la CNSS reste convaincu de ce que les objectifs seront atteints afin que les participants connaissent désormais leurs droits et devoirs pour mieux bénéficier des prestations fournies par la Caisse nationale de sécurité sociale. Ma conviction est que la compréhension de la législation en matière de sécurité sociale par les partenaires sociaux constituera la première barrière à la fraude sociale. Je vous invite donc à leur faire part de toutes vos préoccupations au cours des échanges que je sais d'ores et déjà francs, fructueux et porteurs d'espoir afin de permettre à la CNSS de mieux vous servir. Plusieurs communications ont meublé la rencontre, lesquelles communications ont détaillé les prestations dont bénéficient tous ceux qui disposent d'un compte à la CNSS. C'est 2500 francs par mois, par enfant. Payable trimestriellement, ça fait 7500 francs par enfant. Et nous prenons en charge jusqu'à 6 enfants. Après ça, vous bénéficiez des risques professionnels. Lorsque, au cours de notre déplacement, par exemple, je glisse, c'est un accident de travail, puisque je suis dans l'exercice de ma fonction. En ce moment, en dehors des promotions qui sont supportées par l'employeur, la CNSS prend en charge toutes les dépenses. Nous évacuons même des travailleurs. En dehors de ça, lorsque vous avez travaillé et que vous êtes au soir de votre vie, vous avez atteint l'âge pour être admis à la retraite, vous n'avez plus vos forces, la CNSS vous donne une pension qui est un revenu de substitution au salaire, puisque vous aurez cessé toute activité salariale et vous aurez atteint l'âge de retraite. Outre les salariés, les employeurs ont eux aussi des droits au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Lorsque un employeur embauche une femme qui est en couche, il a l'obligation de payer les 3 mois de salaire pendant que la femme ne travaille pas. Mais la CNSS, à la reprise de cette dernière, rembourse les 50% de la totalité du salaire qu'il aurait versé à l'intéressé pendant les 3 mois. Des explications qui permettent à tous de connaître ses droits en matière de sécurité sociale. À noter que cette séance du 11 mars 2021 vient après celle tenue le 4 mars avec les collectivités locales. La CNSS assure la couverture sociale des travailleurs soumis aux dispositions du Code du travail contre les risques sociaux inhérents à leur vie professionnelle. On parle à présent de la descente du deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou sur 3 différents sites d'école ce jeudi. Objectif, vérifier ce qui se fait par l'ONG Assovis sur le terrain. Et la descente a été effectuée par une délégation composée du chef du 13e arrondissement et des responsables des groupes Oxfam et Educo. Les précisions dans cet élément.
3 sites de programme de coûts accélérés PCA de l'organisation non gouvernementale ASOVI ont été visités par le deuxième adjoint au maire de Cotonou. Il s'agit notamment des écoles de programme de coûts accélérés situées au niveau du marché Les Tondoubé, celui de Godjetin et celui de Vedoko. Cette visite de Gatien Sedamia Djagboni vise à constater de visu les activités que mène l'ONG ASOVI sur le terrain, activités organisées à l'intention de la communauté à la base. ASOVI est une structure qui travaille dans les marchés et actuellement le gouvernement est dans sa phase de reconstruction des marchés. Donc on a sollicité le deuxième adjoint au maire de venir voir les activités qui s'organisent et de nous accompagner dans ce plaidoyer auprès des autorités afin que le travail qui est fait dans les marchés puisse perdurer dans le temps et permettre à nos enfants en situation difficile d'avoir de l'éducation. J'ai beaucoup entendu parler de l'ONG, je les ai reçus au moins 2 fois en audience dans mes bureaux et j'ai estimé que leurs activités étaient une bonne chose pour la ville et surtout pour nos enfants. Et donc je suis venu pour vérifier cette corrélation entre ce que j'ai entendu et ce qui se fait réellement. Et ensuite, si je suis convaincu, porter mon plaidoyer vers les autorités compétentes pour que l'ONG puisse continuer à exercer ses activités pour le bonheur de nos enfants. Occasion pour la conseillère technique de l'OSFAM de saluer l'initiative de l'ONG. Je trouve l'initiative très bonne d'être au cœur même des marchés pour accompagner les enfants. Donc on ne les déracine pas de leur milieu et ça permet aussi d'aller à l'école, mais en même temps d'aider les parents. Donc je suis très satisfaite et j'espère qu'on va pouvoir les accompagner pour très longtemps et que ça dure dans le temps. Le directeur par intérim de l'organisation non gouvernementale ASOVI a remercié le deuxième adjoint au maire de Cotonou pour sa descente sur le terrain et pour les actions en leur faveur. Nous sommes satisfaits de cette visite. Satisfaits en ce sens que la mairie rentre dans la dynamique de nous accompagner afin que les enfants puissent bénéficier d'un cadre adéquat pour suivre les cours, d'un cadre adéquat qui va leur permettre d'avoir de la connaissance et de pouvoir eux aussi s'affirmer. Donc ce satisfait-ci nous permet de continuer et nous ne baisserons pas les bras. Nous allons rester dans la dynamique, faire le suivi auprès des autorités afin que ce qui est dit ce matin, nous puissions concrétiser afin que nous tous, surtout les enfants en situation difficile, puissent en être les premiers bénéficiaires. Ça me fait beaucoup plaisir de recevoir deuxième adjoint au maire chez mes enfants d'ASOVI. Rappelons que l'organisation non gouvernementale ASOVI est une structure à but social qui œuvre pour la promotion et la défense des droits des femmes, des enfants et des adolescents. Fondée en novembre 2001 par Gladys Elise Marie Ayatode, l'ONG intervient dans les domaines de l'éducation, de l'environnement et de la santé à travers plusieurs secteurs. Et puis, les actions phares du programme d'action du gouvernement dans le domaine de la santé, bilan, défis et perspectives, c'est le thème de la 3e visioconférence de la coordination Nouveau Départ Diaspora Bénin, tenue le dimanche 28 février 2021. Dans sa présentation, le professeur Benjamin Nkpati a fait l'état des lieux, des réformes engagées depuis 5 ans, ainsi que des horizons nouveaux qui s'annoncent dans le domaine de la santé dans notre pays. Suivez. Le secteur de la santé est l'un des domaines ayant le plus été marqué par les réformes du gouvernement de la rupture. De la création de l'autorité de régulation du secteur de la santé à la modification du statut du service d'aide médicale d'urgence, en passant par la création de l'Agence des soins de santé primaire et la mise en place des nouveaux organes de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, le professeur Benjamin Nkpati a mis en relief l'impact de ces actions sur la qualité de l'écosystème de santé au Bénin. Il y a l'amélioration également du dispositif des infractions sanitaires qui a été une des réformes phares qui a été enclenchée. Avant 2016, il y avait vraiment un mauvais contrôle des infractions sanitaires. Nous avons, pour régler cela, conclu un partenariat stratégique avec une dématérialisation complète de la procédure, ce qui a permis d'assainir les procédures d'évacuation
de réduire sensiblement le coût des évacuations, d'améliorer les prestations offertes aux patients en faisant vraiment un tri judicieux des patients dès le départ. Ainsi donc, nous avons abouti en définitive à une réduction du coût des évacuations, à une réduction des frais de transport des évacués par le dispositif qui a été mis en place. Et à titre d'exemple, pour près de 15 milliards dépensés pour les évacuations en 2015, de 2018 à 2020, nous avons dépensé 5 milliards pour pratiquement les mêmes cibles. La santé étant une préoccupation capitale pour chaque être humain, les participants n'ont pas hésité à poser de nombreuses questions au ministre. Alors, il y a une question de Tata Inès sur notre plateforme qui demande quand aurons-nous le vaccin COVID-19 au Bénin? Et monsieur le ministre, quand est-ce qu'on peut espérer avoir au moins une goutte de vaccin de COVID-19 au Bénin? Toutes les démarches ont déjà été finalisées, également par le Bénin. Tout est déjà finalisé pour ça. Je voudrais vous rassurer sur ce point. Je peux vous dire que le chef de l'État est formel là-dessus. Il n'y a pas de privilège en tant que tel pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir ou autour du pouvoir. C'est pour ça que la réforme structurelle de l'assurance maladie est engagée afin que demain, chacun s'offre les conditions d'une prise en charge, soit ici, soit à l'extérieur, en fonction de ses moyens, mais tout au moins sur le territoire national, que l'on dispose d'une prise en charge maladie. Et pour vous rassurer davantage, si vous avez été attentif ces derniers temps aux décisions du Conseil des ministres, vous avez dû relever que le gouvernement a passé des accords avec des organismes spécialisés qui viennent ici donner des soins de qualité à nos malades qui n'ont pas les moyens de se faire évacuer. Et la dernière en date porte sur les interventions sur les cas d'affection cardiologique. Alors, les tours de garde qui ont été organisés effectivement doivent répondre à un certain nombre de choses précises. Assurer l'accès à la population aux heures où c'est de la nuit, et les jours fériés et autres, c'est-à-dire de manière continue, assurer l'accès à la population aux médicaments, et médicaments de qualité. Donc, la réforme a été enclenchée. Nous avons travaillé avec l'ordre, nous avons constaté des problèmes et nous les avons corrigés. Le gouvernement, en prenant la mesure des choses aujourd'hui, a réglementé l'organisation des tours de garde, si bien que quand vous prenez l'exemple de Cotonou, aujourd'hui, sur les 104 pharmacies que comporte Cotonou, ils sont de garde toutes les 2 semaines. Et la garde court de quand à quand? La garde court aujourd'hui de 23h à 7h le matin, du lundi au samedi, et puis la journée du dimanche. Les 2 prochaines éditions du cycle de conférences de la CNDDB porteront respectivement sur les finances et le numérique. Voilà, c'est sur ces détails que nous refermons cette édition d'information. Merci de nous recevoir chez vous. N'oubliez pas de nous suivre toujours sur nos plateformes digitales. Le site internet, c'est le www.etelebenen.com. La chaîne YouTube, c'est Etelebenen, ainsi que la page Facebook. Vous pouvez également télécharger notre application Etelebenen disponible dans votre Play Store. Cette émission se poursuit avec Romuald Moui juste après moi avec les rubriques COVID-19, info d'ici et d'ailleurs. WhatsApp.info, la chronique du soir et ça se discute. Excellente soirée à vous en notre compagnie.